Imaginez un peu, on vous demande d'aller voter, vous allez voter, sauf qu'en fait vous devez choisir qu'un seul candidat parmi Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Vous imaginez un peu le délire ou quoi la team? Attends, c'est pas vraiment ça ton intro. Non, bah non. Non, c'est pas... En ce moment, en France, on vote vachement souvent. Présidentielle, européenne, municipale, législative. Et je pense bien entendu aux élections législatives. Et à chaque fois qu'on vote, en général, c'est un moment extrêmement nul. Il faut s'inscrire sur les listes électorales, et donc il faut utiliser France Connect, et donc il faut retrouver son numéro de sécurité sociale, et ensuite il faut envoyer un justificatif de domicile, et donc il faut savoir ce qu'est un justificatif de domicile, et ensuite il faut se connecter à EDF, et donc il faut retrouver ces putains de codes EDF, et ensuite il faut se déplacer dans une école primaire qui te rappelle l'époque où Mathias te frappait sous le préau pour voler tes cartes Pokémon. Tout ça pour voter pour un type que t'aimes pas, parce que le type que t'aimes bien en fait, et ben tu sais qu'il sera jamais élu, et du coup ton vote il aura servi à rien, et du coup tu votes pour le mec que t'aimes pas mais que tu détestes pas non plus, et le mec que t'aimes pas mais que tu détestes pas non plus il fait partie d'une coalition de partis qui arrive même pas à obtenir la majorité absolue à l'Assemblée, et du coup le président il nomme un premier ministre qui a aucun sens, et du coup le gouvernement il tombe tous les 2 jours, et du coup Macron, explosion. Et c'est bien dommage parce que tout ceci rend le vote très désagréable, alors que le vote c'est très important dans une démocratie. Voici Erad Igersheim. Elle a un prénom inventé par un mec qui a éternué sur un plateau de Scrabble, mais à part ça, elle est hyper sympa. Erad Igersheim est une chercheuse au CNRS qui s'intéresse aux méthodes de vote. Je suis une chercheuse CNRS qui s'intéresse aux méthodes de vote. Elle a obtenu le prix scientifique des espoirs de l'université de Strasbourg en 2017, ce qui est un peu l'équivalent d'obtenir le César du meilleur espoir au cinéma, mais en version chercheur à Strasbourg, c'est-à-dire avec beaucoup moins d'argent et vachement plus de saucisses. C'est hyper drôle. À part ça, Erad est passionnée de mots croisés. Non. Ce qui frappe quand on s'intéresse au vote, c'est de voir à quel point c'est une invention hyper pratique. En effet, le vote nous permet de choisir les gens qui vont s'occuper des choses chiantes à notre place, pendant que nous, on joue à la PlayStation, ou on travaille des fois. 1, 2, 3. Bon bah, Louise, à l'unanimité, c'est toi qui fais la troubadour de la newsletter aujourd'hui. Oyez, oyez, abonnez-vous à la newsletter d'Urbania. La newsletter d'Urbania. Le vote est une invention intimement liée à l'invention de la démocratie, qui est une manière d'organiser une société, une forme de gouvernance des gens qui consiste à ce que ce soit les gens eux-mêmes qui se gouvernent. Le terme démocratie vient du grec ancien, démos signifie peuple et kratos signifie caca. Le gros caca qui pue, le caca dans le slibard, gros caca dans mon slip, le caca, le gros caca qui signifie pouvoir en fait. C'est parce que le terme démocratie vient du grec qu'on dit souvent que la démocratie est née dans la Grèce antique, au 6e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, à Athènes, on exerce une forme de démocratie dite directe, c'est-à-dire qu'on tire au sort des citoyens athéniens, alors c'est-à-dire uniquement des hommes, non esclaves et non immigrés, soit 10% de la population, mais c'est un autre sujet, qui doivent alors prendre part directement à l'organisation politique de la cité. Alors, il y a des spécialistes de la démocratie qui disent qu'il a existé d'autres sociétés démocratiques avant celle d'Athènes, notamment chez les Iroquois, mais vu que les Iroquois, c'est pas des Européens, eh bien on s'en bat les couilles. Chez nous, en France, on a vu ces petites expériences démocratiques et on s'est dit, ça a l'air pas mal ça. Du coup, on a demandé au roi, et on peut faire ça nous aussi? Il a répondu, non. Du coup, on a fait la révolution, et le roi nous a demandé, est-ce que je peux garder ma tête? On lui a répondu, non. Du coup, après la Révolution, on s'est mis à réfléchir à comment on pourrait organiser la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple, sauf que, contrairement aux Athéniens qui faisaient rien de leur journée, à part frauder les impôts et boire de l'huile d'olive, c'est raciste. Je suis d'accord. Nous, on devait faire de l'argent. Et du coup, on n'avait pas le temps de s'occuper de la démocratie. C'est donc à ce moment-là qu'on a eu l'idée de déléguer notre pouvoir de peuple à des représentants pour qu'ils s'occupent de la démocratie à notre place. Idée de génie. Et c'est depuis cette période, à peu près, qu'on vit dans une démocratie représentative. Et dans une démocratie représentative, le vote est un outil extrêmement important, puisque c'est le seul outil qui nous rappelle qu'on est dans une démocratie. Du coup.
Le truc dans une démocratie où le vote est un outil extrêmement important, c'est que la manière dont le vote est organisé est encore plus importante. Et cette manière d'organiser le vote, c'est ce qu'on appelle un mode de scrutin. Alors un mode de scrutin, c'est une règle de décision collective qui permet en fait de passer d'un ensemble de préférences individuelles vers une préférence collective qui va donc en fait être le candidat finalement élu ou les candidats finalement élus. Un mode de scrutin, c'est donc une façon de voter et de dépouiller les votes. C'est le processus par lequel ce que chacun d'entre nous pense va être traduit électoralement en ce que la société pense. C'est un peu l'algorithme du compte TikTok de la France pour les jeunes qui nous regardent. C'est à cause du mode de scrutin si vous avez beaucoup de vidéos de Thibaut InShape dans votre feed de la France. La métaphore est pas dingue. En France, la méthode la plus connue, en fait, qui est utilisée pour l'élection présidentielle et pour les élections législatives, c'est le scrutin uninominal à 2 tours. Comme son nom l'indique, le scrutin uninominal à 2 tours est un scrutin uninominal où on vote donc pour une seule personne. On compte ensuite le nombre de voix qu'a obtenu chaque candidat. Si personne n'obtient la majorité absolue des voix au premier tour, ce qui est très souvent le cas, on organise un second tour, on sélectionne les 2 candidats qui ont obtenu le plus de voix et on demande aux gens de revoter pour l'un ou pour l'autre. Celui qui obtient le plus de voix est élu. Alors dit comme ça, on dirait que c'est une super méthode, mais en fait, c'est de l'immense D, comme nous le raconte Radigersheim. Alors, les propriétés les plus marquantes de ce mode de scrutin, c'est qu'il va inciter de manière assez nette à voter de manière stratégique. On va voter pour un des candidats qu'on aime relativement bien, qui a des chances en fait d'être sélectionné à l'issue du premier tour, voire de remporter l'élection. C'est-à-dire une espèce de manipulation finalement, enfin manipuler nous-mêmes nos vraies préférences électorales en fonction de ce qu'on sait concernant les sondages, concernant ce que on pense d'autres personnes vont voter, etc. Et concernant aussi surtout les candidats ou le candidat que l'on veut spécialement contrer. La façon dont est organisée l'élection présidentielle ou les élections législatives en France encourage donc le vote utile, alors que les théoriciens du vote appellent plutôt le vote stratégique. Parce qu'effectivement, il n'est pas très utile ce vote, à part aux politiciens qui en bénéficient. Du coup. Et le fait de favoriser le vote stratégique, c'est un très gros défaut pour un mode de scrutin, parce que ça traduit pas bien du tout les vraies préférences individuelles, étant donné qu'on se force à la base à voter pour quelqu'un qui aurait le plus de chances d'accéder au second tour, et non pas pour quelqu'un dont on apprécie vraiment les idées. C'est un problème. Une autre particularité en fait de ce scrutin uninominal à 2 tours, c'est qu'il ne favorise pas en fait ce qu'on appelle l'élection du vainqueur de Condorcet. Marie-Jean-Antoine Nicolas de Carita, marquis de Condorcet, mais qu'on va appeler Condorcet, c'était un mec vachement intelligent, philosophe et mathématicien qui a vécu au XVIIIe siècle. Il a inventé une méthode d'élection qui consiste simplement à organiser des duels électoraux entre chaque candidat. Et selon lui, le vainqueur légitime de l'élection, c'est le candidat qui bat tous les autres en duel. La méthode de Condorcet, c'est une méthode qui est toujours extrêmement appréciée par les théoriciens du vote aujourd'hui, principalement parce qu'elle permet de juger de l'aspect consensuel d'un mode de scrutin. Vu que le vainqueur de Condorcet, c'est celui qui bat tous les autres en duel, c'est celui qui, logiquement, convient au plus grand nombre d'électeurs. C'est celui qui, quand on les prend 2 par 2, met tout le monde d'accord, en gros. Et donc, quand on a un mode de scrutin qui favorise l'élection du vainqueur de Condorcet, les spécialistes trouvent ça super, parce qu'ils pensent que c'est un bon critère à respecter dans une société qui se veut démocratique. Ce qui est certain, en tout cas, c'est le scrutin que l'on utilise actuellement pour élire le président de la République notamment. C'est un scrutin dont on sait qu'il ne respecte pas ce critère du vainqueur de Condorcet. Il a même tendance en fait à ne pas nommer vainqueur ce vainqueur de Condorcet, c'est-à-dire qu'on va systématiquement vers quelque chose qui n'est pas très consensuel. Ce qu'il faut bien comprendre avec les modes de scrutin, c'est que c'est quelque chose qui a énormément d'influence sur le résultat d'une élection. C'est-à-dire qu'avec les mêmes candidats et les mêmes votes, on peut avoir 2 résultats complètement différents en fonction du mode de scrutin. Par exemple, si on imagine une élection où il y a 3 candidats, au hasard, Jean-Luc, Emmanuel et Marine, disons, et si on imagine qu'il y a 100 électeurs, dont les préférences de vote se répartissent ainsi. 45 d'entre eux préfèrent Jean-Luc en premier, Marine en deuxième et Emmanuel en troisième. 35 d'entre eux préfèrent Emmanuel en premier, Marine en deuxième et Jean-Luc en troisième. Et 20 d'entre eux préfèrent Marine en premier, Jean-Luc en deuxième et Emmanuel en troisième. Et si on utilise le scrutin majoritaire uninominal, où on ne peut voter que pour une seule personne donc, on obtient le résultat suivant. Marine obtient le moins de votes et est donc éliminée au premier tour. La grosse misquine sur elle. Au deuxième tour, en tenant compte du report des votes des électeurs de Marine qui préfèrent Jean-Luc à Emmanuel, Jean-Luc est élu président de la République par 65 voix contre 35. C'est le rêve d'une vie qui se concrétise pour notre ami Jean-Luc. Et maintenant, si on reprend exactement les mêmes votes et les mêmes candidats, mais qu'on applique la méthode de Condorcet, on obtient un résultat
complètement différent. Regardons d'abord ce qui se passe quand on oppose Jean-Luc à Emmanuel. Alors déjà, on enlève Marine de l'équation, ce qu'on aimerait bien faire dans la vraie vie, mais bon, c'est un autre sujet. Et ensuite, on regarde qui préfère Jean-Luc à Emmanuel et inversement, et on compte les voix pour savoir c'est qui gagne. En l'occurrence, il y a un seul groupe d'électeurs qui représente 35 personnes qui préfèrent Emmanuel à Jean-Luc, et il y a deux groupes d'électeurs qui totalisent 45 plus 20, donc 65 personnes qui préfèrent Jean-Luc à Emmanuel. Il y a donc une majorité d'électeurs qui préfèrent Jean-Luc à Emmanuel, et donc c'est Jean-Luc qui gagne ce duel. Est-ce que ça suit au fond? Eh bien je m'en bats totalement les couilles. Maintenant dans le duel Emmanuel contre Marine, on enlève Jean-Luc de l'équation et on compte qui préfère qui. Comme dans le précédent duel, il y a 45 plus 20, donc 65 personnes en tout qui classent Marine avant Manu, et seulement 35 personnes qui préfèrent Manu à Marine. C'est donc ici Marine qui remporte ce duel. Dans le duel final entre Jean-Luc et Marine, qui ont tous les deux battu Emmanuel, ce gros nulos, qui en profite donc pour dégager de l'équation ainsi que de la France, mais c'est à nouveau un autre sujet, et bien on s'aperçoit que Jean-Luc est préféré à Marine dans un seul groupe d'électeurs qui totalise 45 votes, et que Marine, elle, est préférée à Jean-Luc dans les deux autres groupes d'électeurs qui totalisent, eux, 55 voix. Une majorité d'électeurs préfère donc Marine à Jean-Luc. Marine est donc la seule candidate à battre les deux autres en duel. C'est donc elle qui serait la plus légitime à être élue, en tout cas selon Condorcet. On voit donc bien ici à quel point le scrutin uninominal majoritaire peut faire élire quelqu'un qui en fait n'est pas très légitime à être élu. Et le plus rigolo, c'est que c'est déjà arrivé dans la vraie vie. En 2007, au deuxième tour de la présidentielle, on avait donc Nicolas Sarkozy qui affrontait la candidate PS Ségolène Royal, qui remportait finalement l'élection. Et pourtant, il existe un troisième candidat qui, selon les sondages de l'époque, aurait battu et Sarkozy et Royal en cas de duel avec chacun d'entre eux, sauf qu'il a été éliminé au premier tour à cause de ce fameux vote utile. Et ce candidat, c'est, tenez-vous bien, François Bayrou. Alors, je sais ce que vous vous dites. Est-ce que c'est si mal que ça que François Bayrou n'ait pas été élu président de la République? Et je suis d'accord avec vous. Parce que imaginez, François Bayrou élu président et 20 ans plus tard, on capte qu'en fait, il a caché une monstrueuse affaire de violence sexuelle sur mineurs. Vous imaginez un peu le délire? Ça veut dire que quoi? Il aurait pu se retrouver en prison? Est-ce que vous imaginez seulement un ancien président de la République en prison? Attendez, je fais l'effort d'imagination. Attendez, c'est bon, je l'ai. J'imagine extrêmement fort. L'enjeu, c'est de dire est-ce qu'on va voter utile ou est-ce qu'on va voter sincèrement, et donc de poser en fait à chaque fois les électeurs, de forcer les électeurs à réfléchir à ce dilemme. On devrait pouvoir avoir un mode de scrutin justement qui échappe à ce questionnement et de dire à certaines personnes en filigrane tu as mal voté parce que tu n'as pas voté utile et voilà le résultat de l'élection est mauvais à cause de toi, etc. Enfin, vous voyez ce genre en fait de considération, je pense qu'on a tous eu sans doute dans des discussions amicales les années passées, parce que ce mode de scrutin engendre typiquement en fait ce type de comportement. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que le scrutin uninominal majoritaire, selon les théoriciens du vote, c'est vraiment de la grosse D, pour reprendre l'exact intitulé de leurs travaux. D'une part parce qu'ils risquent de faire élire quelqu'un qui ne contente pas vraiment la majorité, et d'autre part parce qu'ils nous forcent à voter stratégiquement et pas sincèrement. Ce qui fait tout de même deux gros défauts dans une démocratie qui repose entièrement sur ce système de vote. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut essayer de trouver un autre mode de scrutin qui soit moins bourré de défauts que nos scrutins actuels. Et ça tombe bien parce que c'est précisément ce que fait Erhard Diggersheim. Malheureusement, le scrutin parfait n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose qui a été démontré en fait par un économiste qui s'appelle Kenneth Arrow. Arrow démontre que à partir du moment où on va essayer justement d'aller vers une méthode de décision collective satisfaisant un certain nombre de conditions qu'il considère comme étant raisonnables, alors il n'est pas possible en fait d'arriver à une méthode de vote qu'il considère comme satisfaisant, donc ces différents critères. Alors en très résumé, Kenneth Arrow a théorisé qu'il était mathématiquement impossible de construire un mode de scrutin qui traduit parfaitement, de manière cohérente, logique et démocratique, les préférences des individus en une préférence collective. En gros, il n'existe pas de méthode de vote parfaite dans une démocratie. Voilà. Kenneth Arrow, il a posé ça là, il a pris son petit prix Nobel avec lui et il a fait « Ciao, bon courage pour la présidentielle, moi je serai aux Bahamas, probablement. » À partir de ce moment-là, les théoriciens du vote, ils étaient un peu en dépression, on va pas se mentir. Parce que du coup, la meilleure chose qu'ils pouvaient faire, c'était de se contenter de trouver un mode de scrutin qui soit pas mal. Voilà. Erhard Diggersheim, elle a fait 8 ans d'études, un doctorat, tout ça pour se rendre compte que le mieux qu'elle puisse faire, c'était trouver un truc pas mal. Faites de la recherche. C'est vraiment
encourageant. Donc il y a des modes de scrutin, pléthore de modes de scrutin beaucoup plus riches que le scrutin à 2 tours, qu'on appelle multinominaux, et donc ils vont proposer en fait aux électeurs de voter pour plusieurs personnes. Et donc là, il y a un consensus en fait dans la littérature scientifique pour dire que ces votes multinominaux sont beaucoup plus intéressants et pour le coup permettent d'éviter pas mal des écueils du scrutin à 2 tours qu'on a évoqué. Alors il existe quasi une infinité de modes de scrutin plurinominaux, mais il y en a quand même 2-3 qui sont vraiment utilisés par des vrais gens. Il y a par exemple le vote transférable. C'est une façon de voter qui est actuellement utilisée en Irlande ou en Australie, où en gros les voix des perdants sont redistribuées aux autres candidats encore en lice. Alors le vote transférable, en fait, donc l'information qui est demandée aux électeurs, ça va être le classement des différents partis ou des différents candidats en lice. On va éliminer en fait celui qui a le plus petit nombre en fait de premières positions dans les classements des électeurs. Par exemple, si on reprend nos 3 candidats et nos 100 électeurs, et que cette fois on leur fait faire un classement des candidats, mais avec les mêmes votes qu'avant. C'est-à-dire qu'on a 45 d'entre eux qui classent Jean-Luc en 1, Marine en 2, Emmanuel en 3, 35 qui classent Emmanuel en 1, Marine en 2 et Jean-Luc en 3, et 20 qui classent Marine en 1, Jean-Luc en 2 et Emmanuel en 3. Dans ce cas-là, personne n'a obtenu la majorité absolue, qui a 50 voix. Marine étant la candidate qui a le moins de votes de premier choix, on va donc l'éliminer et redistribuer aux autres candidats les seconds choix de ceux qui ont voté pour Marine. En l'occurrence, tous les électeurs qui ont mis Marine en premier ont mis Jean-Luc en deuxième. Jean-Luc prend donc les 20 votes de Marine, il dépasse donc la majorité absolue, il est donc élu, et 20 ans plus tard, Mediapart sort en fait un enregistrement dans lequel on apprend qu'il a demandé en fait au petit-fils d'Hitler de lui filer du cash pour sa campagne, j'en sais rien. Bref, il part en prison à l'âge de 107 ans, mais on s'éloigne un petit peu du sujet là. C'est une information effectivement plus riche, mais relativement complexe, parce qu'il va s'agir en fait d'ordonner l'ensemble des candidats, ce qui peut être un petit peu compliqué à nouveau pour un certain nombre de votants. On n'a pas toujours une information complète en fait sur les différents partis, et parfois, voilà, si on est comme en France, vous voyez, avec 10 candidats, 12 candidats en lice, entre les 9 et 10, on peut avoir un instant quelques hésitations. L'autre question, c'est la question du dépouillement, effectivement, qui reste aussi complexe en fait à saisir, et donc du coup tout ceci fait qu'il y a une forme d'inégalité en fait des votants devant le mode de scrutin en fonction des personnes qui comprennent bien le dépouillement et les personnes qui ont plus de mal à le saisir. D'un autre côté, le fait est justement que cette difficulté à saisir en fait la façon dont ce mode de scrutin va être dépouillé fait que c'est beaucoup plus complexe finalement de se demander comment voter stratégiquement avec ce mode de scrutin. Et les expériences qu'on fait sur le vote transférable justement montrent ça aussi, qu'avec ce mode de scrutin, finalement les gens ont tendance à voter de façon sincère. Bon, en résumé, le vote transférable, c'est hyper pratique pour empêcher les gens de voter stratégiquement, vu qu'on n'y comprend rien, mais le gros défaut, c'est qu'on n'y comprend rien. Et ça, c'est pas quelque chose de souhaitable non plus en fait. Heureusement, il existe un autre mode de scrutin plurinominal qui est plus simple et un peu plus transparent que le vote transférable et qui minimise aussi le côté stratégique, c'est le vote par approbation. On demande en fait à chaque votant d'approuver ou de ne pas approuver chacun des candidats ou des partis en présence. C'est-à-dire grosso modo, à côté de chaque nom de candidat, le votant peut dire oui, je souhaiterais voir cette personne élue, ou non, je ne veux pas de cette personne en tant que mon représentant. Du coup, chacun des candidats va se voir en fait attribuer un certain nombre d'approbations. Le candidat ou la candidate, bien sûr, qui a le plus grand nombre d'approbations est celui qui va remporter, celui ou celle qui va remporter l'élection. Et l'une des choses marquantes qui ressort de ces tests menés à grande échelle, c'est que chaque électeur, en moyenne, approuve entre 2 et 3 candidats. C'est-à-dire que quand on nous laisse le choix, en fait, on vote pas pour une seule personne. Une des autres choses à retenir de ces tests, c'est que le vote par approbation favorise les candidats gentils et défavorise les candidats clivants. On a des classements en fait, de candidats qui diffèrent de façon extrêmement nette. Et notamment le fait que des petits candidats, enfin considérés comme petits candidats avec le scrutin à 2 tours, apparaissent finalement bénéficier d'une adhésion extrêmement forte de la part des votants. Besancenot à l'époque passait de 2% à une explosion à 27%. Les candidats verts également, qui explosent à des pourcentages d'adhésion de plus de 30%. Des préférences en fait qui sont complètement noyées, qui sont complètement niées en fait par cette mécanique finalement du scrutin à 2 tours à nouveau. Et d'un autre côté, on voit que certains
autres candidats sont défavorisés, entre guillemets, par ces modes de scrutin multinominaux et notamment par le vote par approbation. Là, dans nos résultats des années passées, c'est plutôt des candidats type extrême droite, en fait, qui voyaient donc leur classement nettement diminuer. Le vote par approbation a tendance à favoriser justement ces candidats consensuels et à défavoriser les candidats les plus clivants. Et à l'inverse, ce que ça apprend sur le scrutin à deux tours, c'est-à-dire le scrutin à deux tours a tendance à favoriser les candidats clivants et à défavoriser les candidats consensuels. Et donc, si vous avez l'impression que les débats politiques du moment sont de plus en plus outranciers et merdiques, c'est pas juste une impression en fait. C'est parce que le mode de scrutin qui sert à élire ces gens encourage à être outrancier et merdique. Alors il existe une variante du vote par approbation et qui s'appelle le vote par note. Ça consiste à attribuer une note pour chaque candidat, le vainqueur étant celui qui a la meilleure note moyenne. Ça permet d'avoir une analyse un peu plus fine des préférences des électeurs, au-delà du simple j'aime, j'aime pas du vote par approbation. Le problème en fait de ces méthodes par note, c'est justement l'interprétation que on va donner aux notes. À additionner des notes qui ont des sens différents par électeur, on arrive à un résultat qui ne fait pas sens et qui ne veut rien dire. En gros, le problème principal du vote par note, c'est que plus on a une échelle de notation qui est grande, plus le sens qu'on met dans ces notes va être différent d'un électeur à l'autre. Par exemple, un 13 sur 20 pour quelqu'un, ça va être une plutôt bonne note, quand ça va être vraiment nul pour ma mère, par exemple. Il y a aussi ce phénomène où finalement les petits candidats, comme on les connaît pas trop, on va leur mettre autour de 10. Ça va avoir tendance à favoriser en fait les petits candidats. Alors là, c'est pas forcément un résultat souhaitable, c'est un résultat un petit peu bizarre. Et donc on s'aperçoit que cette méthode de vote n'est pas forcément bonne à nouveau parce que les interprétations vont différer en fonction des personnes, etc. Un peu dans la même vibe que le vote par note, il existe la méthode du jugement majoritaire, qui a fait un peu parler d'elle lors de la dernière présidentielle en 2022, parce qu'il a été utilisé lors de la primaire socialiste. C'est une méthode qui consiste non pas à mettre des notes à chaque candidat, mais à mettre des mentions, littéralement comme à l'école. Une appréciation que les votants doivent donner à chacun des candidats en présence, qui vont du type à rejeter jusqu'à excellent. Au niveau du dépouillement, en fait, ce qu'on va regarder, c'est pas le plus grand nombre de très bons, etc., qui va être donné aux uns ou aux autres, mais c'est le candidat en fait qui a la meilleure médiane. Reprenons notre exemple à 3 candidats et 100 électeurs avec cette fois-ci 3 appréciations. Excellent, neutre et à rejeter. On a 40 électeurs qui classent Jean-Luc en excellent, Emmanuel à rejeter et Marine en neutre, 30 électeurs qui classent Emmanuel en excellent, Marine en neutre et Jean-Luc à rejeter, et 30 autres électeurs qui classent Marine en excellent, Jean-Luc en neutre et Emmanuel à rejeter. Pour trouver la mention médiane de chaque candidat, on recherche la mention où chaque candidat est au moins quelque chose. Par exemple pour Jean-Luc, on a 40 électeurs qui le trouvent excellent, 30 qui le trouvent neutre et 30 qui veulent le rejeter. On additionne ainsi tous les votes, ça nous donne 100, on tire un trait au milieu à 50 votes et on regarde où ce trait se situe. Et là on voit que Jean-Luc est considéré comme au moins neutre par 50% des votants. On dit que sa mention médiane est donc neutre. Si on répète ce procédé pour les autres candidats, on s'aperçoit qu'Emmanuel est à rejeter, bizarre, et que Marine est également neutre. On a donc 2 candidats avec la même mention médiane et à partir de là, il existe plusieurs méthodes de départage. L'une d'entre elles consiste à regarder qui a le plus grand nombre de mentions supérieures à neutre. En l'occurrence, Jean-Luc a 40 mentions excellent, compte seulement 30 pour Marine. C'est encore une fois Jean-Luc qui est élu et qui met en place une dictature dès son 2e jour en poste. Mais c'est un autre sujet également. Ce qui me semble effectivement beaucoup plus contestable, c'est la question du dépouillement. La question de la médiane, c'est pas quelque chose qui est compréhensible de façon évidente par tous. Et donc là, on retrouve cette idée quelque peu d'inégalité finalement devant le mode de scrutin. Vous voyez, si on a plus d'une dizaine de candidats, on a 5 ou 6 mentions, on va se retrouver avec beaucoup de candidats avec des ex-aequo. Et là, la méthode de départage des ex-aequo, alors il y a plusieurs méthodes, elles aboutissent parfois à des résultats différents, c'est-à-dire à des classements différents. Là, pour faire passer ça auprès du grand public, ça me paraît quelque chose d'extrêmement complexe et pas approprié en fait pour une élection de grande ampleur. Bon, il existe vraiment une infinité de modes de scrutin qui sont utilisés un peu partout dans le monde, mais là, à part si vous êtes complètement défoncé, en train de manger un kebab à 3h du matin et que vous êtes littéralement hypnotisé par ce que vous voyez sur votre écran, en théorie là, il n'y a plus personne qui regarde cette vidéo, tellement c'est long. Je vais donc plutôt vous parler de mon herpès anal. Regardez une photo de mon fiac. Pour les gens qui sont encore là par mégarde, ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on a dit, c'est que dans une démocratie parfaite, le mode de scrutin parfait n'existe pas. Selon qu'on vote pour un ou plusieurs candidats, selon qu'on vote en classant des candidats, en donnant des mentions, des notes ou une simple approbation, il y aura toujours un ou plusieurs défauts. Et dans cet océan de méthodes, les spécialistes du vote comme Erad s'accordent à dire que les scrutins uninominaux, où on vote pour
une seule personne, ça a vraiment beaucoup de défauts. Et il est préférable de laisser le choix aux électeurs de voter pour plusieurs candidats à la fois. Ce qui nous amène à la chose la plus importante à retenir, un mode de scrutin, c'est pas neutre. C'est pas juste un simple outil de la démocratie qui sert à convertir les opinions de chacun en opinions collectives. C'est ce qui donne à notre démocratie et à notre paysage politique la tronche qu'ils ont là actuellement. C'est véritablement quelque chose qui va façonner, forger le paysage démocratique bien au-delà, d'un côté des candidats, de leur stratégie, de leur positionnement, etc. De l'autre côté, vis-à-vis des individus et des préférences électorales. Et si on choisit un mode de scrutin, ce qu'on a actuellement, qui divise, forcément, on va avoir justement des partis plus divisés, plus tranchés, précisément pour attirer à eux un maximum d'électeurs, ce qui est tout à fait cohérent en fait, avec cette logique du mode de scrutin. Si on a un mode de scrutin qui va vers plus de consensus, forcément, on aura des partis qui auront tendance justement à se rapprocher, à avoir des positions moins tranchées et donc à proposer des politiques publiques qui diviseront moins les Français, avoir des positions, des valeurs qui diviseront moins les votants. Retrouver un peu de consensus, moins de division, redonner le goût aux gens d'aller voter, tout ça, ça semble aller dans le bon sens. Parce que notre démocratie, à l'heure actuelle, elle fait un peu peur à voir. Rien que pour rester sur le vote, l'abstention progresse de manière inexorable depuis environ 20 ans. En 2007, par exemple, il y avait 9% des électeurs qui n'étaient pas allés voter. En 2022, c'était 16%. Et le plus inquiétant, c'est que parmi les gens qui vont plus voter, on trouve beaucoup et de plus en plus de jeunes. Il y a seulement un tiers des moins de 30 ans qui sont allés voter au second tour des législatives en 2022. Chez les plus de 65 ans, c'est 60% des gens. Il y a le sociologue Vincent Tibéri qui a analysé ça et qui dit que comparativement à leur poids réel dans la société, les jeunes représentent dans les urnes moins de la moitié de ce qu'ils représentent en vrai. Les boomers, quant à eux, ils pèsent dans les urnes plus de 2 fois de leur poids réel dans la société. C'est pas ouf en termes de représentativité dans une démocratie représentative. Mais il y a pire que l'abstention des jeunes. Dans un récent sondage du Cevipof, on s'aperçoit que les gens sont tellement saoulés par le vote et par le paysage politique qu'ils envisagent carrément un dictateur. 41% des Français approuvent l'idée d'un homme fort qui n'a pas besoin des élections ou du Parlement pour diriger. Presque la moitié des gens. Alors ça fait un peu peur, mais finalement c'est presque logique. Dans une société où voter, ça revient à faire de sombres calculs et où quand on est finalement allé voter, le président il décide qu'en fait, ça compte pas. Le vote obligatoire ou la reconnaissance du vote blanc, c'est des choses dont on a beaucoup parlé en fait pendant pas mal de temps. Il y a eu d'ailleurs un décret qui est passé justement pour différencier les votes nuls des votes blancs, puisqu'avant ils étaient tous les deux assimilés. Maintenant, quand on présente les résultats des élections, on différencie les votes nuls des votes blancs, sachant que ça reste des suffrages non exprimés, donc du coup ça n'a pas d'incidence en fait sur les résultats. Bon, pour moi, ça n'a jamais été véritablement la bonne solution, ou de lutter contre l'abstention par un vote obligatoire, effectivement, comme c'est fait en Belgique, puisque, à nouveau pour moi, le problème essentiel, c'est vraiment celui du mode de scrutin. Avec un mode qui permettra à nouveau aux électeurs de s'exprimer davantage, les gens auront envie de se saisir de cette possibilité. Il y a beaucoup d'associations qui existent en France et qui existent d'ailleurs ailleurs qu'en France et qui ont pour objectif de promouvoir des modes de scrutin alternatifs. Aux États-Unis, il y a le Center for Election Science qui existe et qui promeut depuis plusieurs années le vote par approbation. Donc ça fait plusieurs années que plusieurs villes aux États-Unis, grâce justement à l'action d'une Center for Election Science, a changé de mode de scrutin et aller vers un vote par approbation. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'ils ont effectué ce passage-là? Ils ont fait tout simplement un référendum en fait, à l'échelle de la ville. Et donc, vous voyez que les changements en fait, sont possibles avec une mobilisation importante. Ça reste possible. Et l'exemple américain me semble être assez encourageant en fait. Alors bien sûr, changer le mode de scrutin ne résoudrait pas d'un coup tous les problèmes qu'on a autour de notre démocratie. Il y a plein d'autres raisons qui peuvent expliquer le désamour des Français vis-à-vis de la démocratie. Par exemple, le fait que notre Constitution donne beaucoup de pouvoir au président comparé au Parlement. Peut-être aussi le fait que le vote soit l'unique moyen d'exercice de la démocratie. Peut-être qu'en organisant plus d'assemblées citoyennes tirées au sort, comme la Convention citoyenne pour le climat, mais où genre les décisions qui en sortiraient seraient vraiment appliquées. Par exemple, peut-être que tout ça seraient des bonnes choses pour la démocratie. Mais quoi qu'il en soit, une démocratie, ça fonctionne pas sans son peuple. Et peut-être que résoudre la crise démocratique, ça passe par plus s'en occuper de la démocratie. Et ça implique d'avoir un peu plus de temps à lui consacrer. Et ça implique peut-être de changer de modèle économique, où on aurait plus de temps dans la vie pour faire autre chose que travailler, par exemple. Mais c'est un autre sujet qu'on a abordé avec Bernard Friot. Cette vidéo est extrêmement bien faite. Voilà.
Un changement est possible. Clairement, le mode de scrutin, voilà, c'est pas le chemin de randonnée le plus sexy de la montagne, mais il a le mérite d'être tracé, quoi. Et ça, c'est déjà pas mal.